Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Merci. Bon, il y a ce sondage qui est sorti IFOP pour le Parisien. 61% des Français sont inquiets pour eux, pour leur famille, face à cette épidémie de coronavirus. Vous êtes dedans ou pas? Vous êtes inquiet? On est Pour vous, forcément inquiet. Forcément inquiet quand on entend ce qui se passe, qu'on parle de mort, etc. Ce qui est plus inquiétant, c'est que je pense que le gouvernement manque de clarté dans les décisions qui sont prises en matière de confinement, d'interdiction. Vous voyez, prendre un exemple de samedi, de ce week-end, on interdit le semi-marathon de Paris, et puis on autorise d'autres Match de foot. matchs de foot, matchs de rugby, on interdit des concerts. Ça manque un peu de clarté. Rassemblement interdit au-delà de 5000 personnes en milieu fermé. La règle est sur le Ah point. oui. Bah écoutez, j'ai regardé un match de rugby Ouais. à la télé samedi. C'est un stade qui est fermé. Et je vous assure qu'il y avait plus que C'était le 5 000. stade, c'était lequel? C'est le stade de l'Arena à la Défense du Racing. Et c'est un stade qui est complètement fermé. Donc je pense que pour qu'il y ait plus de sérénité, il y a besoin que le gouvernement soit plus précis dans ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Et comment vous l'expliquez, cette incohérence? Ça, c'est pas à moi de l'expliquer. Il y a des tas de ministres qui s'expriment sur le sujet. Pour vous, il faut que la règle soit plus claire entre ce qui est interdit, ce qui est Il faut autorisé. que ça soit cohérent. Il faut que ça soit cohérent. On peut s'interroger, par exemple, sur les transports en commun. Il y a des millions de Franciliens qui prennent des transports. S'il y a bien le matin, aux heures de pointe, des espaces où il y a beaucoup de gens, c'est les transports en commun. Donc voilà, il faut. Et donc vous préconisez d'arrêter? Je préconise rien. Je dis au gouvernement, faut que les expressions ministérielles soient cohérentes et que ça ne change pas de jour en jour. Il y a besoin de faire le point sur. Il y a eu un flou sur port de masque, pas port de masque. Et puis, je pense que, en tout cas, moi, j'ai une pensée forte pour les personnels de santé qui sont déjà à bout depuis plusieurs mois et qui sont en lutte. Et avec ces événements, on imagine, et pour leur santé, mais je veux dire, liés au virus, mais aussi leurs conditions de travail qui vont. Il y a une surcharge de travail qui va arriver. On voyait dans les images, là derrière vous, on voyait des images de rayons vides. On est en France, on n'est pas en Italie, on n'est pas en Chine, de supermarchés, et des rayons qui sont vides, qui sont pris d'assaut par des clients qui ont peur à l'idée de devoir être confinés. Est-ce que pour vous, voilà, cette peur, il n'y a pas encore une psychose, parce que cette peur, elle est excessive. C'est une erreur de stocker autant de denrées. Non, mais vous comprenez la logique ou Quand il y a des points d'interrogation sur ce qui se passe, il y a toujours un peu de psychose, voilà. Et puis je vous dis, il y a des choses incohérentes, puisque vous me parlez de supermarchés. J'ai vu dans certaines villes ou villages, on interdit le marché en extérieur et on laisse la grande surface continuer à travailler. Ouais, c'est ce genre de décision un peu ambivalente qui pose problème. Voilà. Mais vous demandez, est-ce que tout le monde garde raison Nous, et garde la tête froide aussi? Je pense non aux Français. Bien sûr, mais il y a de quoi être inquiet quand on entend, et en même temps, quand les choses sont mieux précisées, même si je comprends qu'il puisse y avoir encore des questions Parce qu'on est au début. On est au début, mais il faut que les choses soient plus cohérentes dans les expressions. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Et puis, il faut penser aussi aux salariés dans les entreprises, de façon à ce qu'ils ne soient pas pénalisés. On parle beaucoup des entreprises. Le ministre de l'économie a parlé de beaucoup de mesures pour aider les entreprises. Il faut aussi penser aux salariés. Bien sûr. Et justement, on parlait juste avant, je ne sais pas si vous avez écouté, on était avec Brunet Basini du JDD, on parlait du droit de retrait invoqué par les salariés qui, pour le coup, ont peur d'être contaminés, qui se sentent en danger à leur poste. Quelle est votre position là-dessus? On a vu que c'était compliqué parce que... Oui, mais il doit y avoir, en tout cas moi j'invite les représentants des salariés, ce qui remplace les CHSCT aujourd'hui, à demander des sessions extraordinaires pour faire le point sur la situation, comment on règle, comment on traite les personnes qui vont en déplacement. Il y a, je pense aux nombreuses entreprises d'ingénierie où des cadres font des déplacements. J'ai reçu beaucoup de patrons qui m'ont dit non mais nous on a arrêté les déplacements, on fait attention, on fait de la visioconférence. Non mais... Oui, moi j'ai beaucoup de salariés qui me disent on a fait des déplacements et c'est pas toujours très clair quand on rentre. Voilà. Bon. Et là, Elisabeth Borne, ministre des Transports, qui dit qu'à ce stade, le droit de retrait n'est pas fondé. Oui, si l'entreprise suit les préconisations de sécurité du ministère de la Santé, ça vous fait ricaner? Pourquoi? Parce que, je sais pas, Madame Borne a l'air allergique au droit de retrait.
Donc, non, mais enfin, c'est sérieux ce qui se passe. Donc, quand quelqu'un, c'est un droit individuel, je le rappelle, hein, quand une personne sent qu'à son poste, il y a un danger pour sa santé ou son intégrité physique, il faut alerter. C'est le code du travail, c'est le droit. Elle alerte. Si on lui dit tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais tout le monde. Mais si l'employeur dit non, on a pris toutes les mesures. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut, dans les entreprises, il y a des représentants des salariés, notamment qui traitent des questions d'hygiène et de conditions de travail. Eh bien, il faut demander des réunions extraordinaires pour faire le point. Des collègues qui sont partis et des mesures qui sont prises, notamment pour se laver les mains, etc., masque ou pas masque, ça nécessite une prise en compte. Qu'est-ce que vous dites aux salariés qui se sentent en danger? Parce que, voilà, mais c'est une peur, ça peut être aussi rationnel. Je pense que l'exemple des salariés du Louvre est un bon exemple. On se réunit, on fait le point, et puis si on considère qu'il y a un problème, on exerce individuellement son droit de retrait et on demande à la direction de l'entreprise ou du service de... On peut l'imposer ou pas à sa direction, à son employeur, d'invoquer ce droit de retrait? C'est pas clair. C'est pas une question d'imposer, c'est un droit. Donc je dis... ici, vous, à votre place, vous dites, tiens, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que Martinez est en bonne santé, surtout? C'est ça que je me dis à l'instant, là. Pour l'instant, ça va pas mal, oui. Mais pour vous, par exemple, vous considérez que dans ce studio, il y a de l'amiante ou je ne sais quoi, vous exercez votre droit de retrait pour demander à ce qu'il y ait une expertise de fait pour savoir si vous travaillez... Et le risque dans le cas du coronavirus, c'est que mon employeur... soit pas content, qu'il y ait une retenue sur salaire et que... c'est pas que dans le cas du coronavirus, non, mais c'est souvent le cas. En l'espèce, on parle de ça. Mais est-ce que le droit, ça doit servir ou c'est un problème? Nous, on considère que c'est dans le code du travail, c'est important, notamment en matière de santé. Donc, ça existe, on peut l'exercer et à l'employeur de démontrer que tout va bien. Mais je vous dis, Madame Borne a eu l'occasion, je pense à ce qu'il y a par rapport aux cheminots, de dire tout le mal qu'elle pensait du droit français en matière de législation du travail. On a eu hier l'OCDE, c'est le premier des grands instituts mondiaux économiques à faire une espèce de prévision de ce qui pourrait nous arriver en matière de croissance. Et là, c'est vrai qu'il y a un scénario de base qui est déjà dépassé, il y a un scénario extrême vers lequel on pourrait aller si jamais il y avait une extension de cette crise sanitaire avec une épidémie qui soit de plus grande ampleur. Et là, on a une France qui flirte, qui tombe quasiment en récession. Est-ce que c'est un scénario que vous redoutez? Parce que derrière, ça veut dire des boîtes qui font faillite, des PME qui font faillite et des gens qui se trouvent au chômage. Oui, donc c'est pour ça qu'il faut des mesures précises, y compris par rapport à ceux qui pourraient être au chômage partiel, par exemple. Il y a une réponse du gouvernement, vous avez vu Bruno Le Maire, il a dit mesures de chômage technique, et on fera tout ce qu'il faut pour que les PME, pas les grands groupes, les PME, les ETI, n'aient pas de problème de trésorerie, parce que c'est ça le problème. Des boîtes qui sont... Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que Bruno Le Maire a beaucoup parlé des entreprises et beaucoup moins des salariés des entreprises. Sur leur santé, sur le chômage partiel ou technique, comment il va être... Le gouvernement fait trop pour les entreprises et pas assez pour les salariés dans le cadre de la crise du coronavirus? Vous savez que ça fait un moment que je pense ça. Mais il est très soucieux des entreprises, notamment des grandes, et bien moins soucieux... notamment sur le cas, encore une fois, de cette crise sanitaire? En général. Non, mais et en particulier? En général, enfin. On parle en général. Et en particulier? Il y a eu une réunion au ministère du Travail avec le ministre de la Santé et le ministre de l'Économie. On a posé des questions. Il y a besoin de donner des consignes plus précises aux entreprises pour prendre soin des salariés dans tous les domaines. Et en même temps, nous ne voudrions pas que, parce qu'il y a cette épidémie, ou en tout cas ce virus, on fasse passer des choses en matière de suppression d'emplois, etc., qui n'ont rien à voir avec ça. Ça arrive parfois, vous savez. Ouais, mais on parle de quelques brebis galeuses, non? On pointe du doigt certains qui vont en profiter parce que la boîte va mal. Donc il faut être très attentif et donner... mais il y a quand même beaucoup de boîtes aussi qui vont mal parce que quand on perd notamment dans le tourisme, la restauration, quand on n'a plus de clients et qu'il faut payer ses loyers, ses salariés. Parlons d'eux aussi. Mais surtout, je pense uniquement à eux. Et, par exemple, quand je vous dis que les choses ne sont pas suffisamment précises, j'entendais... dans ce qu'ils appellent les clusters, c'est assez drôle, parce que c'est autre chose à la base, des artisans, par exemple, qui essayent d'aller travailler dans une ville d'à côté, on leur dit non, vous n'avez pas le droit. Vous voyez, c'est là où il y a besoin de précision, parce que je pense à ces artisans et aux salariés qui travaillent dans les TPE, qui vont être pénalisés, alors que
rien n'est avéré ou rien ne prédit qu'ils ne puissent pas aller travailler en dehors de ce périmètre, entre guillemets, de confinement. Autre sujet, Philippe Martinez, évoqué Oui. ensemble, la réforme des retraites et l'usage. Là, c'est ricanement. Non, mais attends. C'est l'actualité. Ah oui, quel hasard. Non, sérieusement, on a eu cet usage ce week-end par le Premier ministre du 49.3. Ça vous reste en travers de la gorge. En même temps, on se dit que la Constitution lui permet sans problème. Ça a été utilisé, c'est quoi, depuis 1958 89 fois. Oui, oui. C'est pas un truc révolutionnaire, quoi. Moi, je pense que sur les 89 fois, en tout cas pour les sujets sociaux, la CGT a toujours eu la même réaction. En tout cas, à la différence peut-être d'autres sujets, c'est que la retraite, c'est un sujet essentiel pour l'ensemble des citoyens. Et puis le gouvernement a une majorité. C'est là la grande différence par rapport La au passé. deuxième, c'est bien, vous Là, je vous devance. vous répondez là, à ma place. j'ai vous réussi allez ma journée. bientôt être à la CGT, je sens. Donc la deuxième chose, c'est que c'est suffisamment rare quand un gouvernement a une très large majorité. Le problème, c'est que c'est la suite de beaucoup de mauvaises explications du gouvernement, un gouvernement qui n'arrive pas à convaincre que sa réforme est juste et simple. Et donc, eh bien, c'est la suite logique de ce qu'il a fait depuis 2 ans et demi. Ah, mais mettez-vous à sa place. Il y a eu Non, sur j'ai pas 40 envie. 000 amendements. Vous êtes sûr, j'ai pas envie. Sur 40 000 Non, mais amendements, ça fait- amendements, il y en a 30 000 qui sont Non, mais fantaisistes. Ne limitons pas, Il y a pas un sujet aussi, là, quand ne même limitons pas le problème des retraites au débat à l'Assemblée nationale. Il est certes important, Ouais. mais à force de dire 2 ans et demi, on va bientôt arriver à 3 ans de discussion. Et ce gouvernement, malgré de nombreuses explications, parfois là aussi incohérentes, n'a pas réussi à convaincre l'opinion publique qui reste profondément, majoritairement contre cette réforme. Quand le Conseil d'État, je ne pense pas que ça soit une filiale de la CGT, a fait autant de remarques sur les incohérences de ce projet, ça devrait interpeller. Donc, or, le gouvernement, et le 49.3 en est le symbole, veut passer en force. Tant pis si vous n'êtes pas d'accord, je fais ce que je veux. Et ça, en matière de démocratie, c'est un peu difficile à admettre. Vous voyez ? Non, puis sur la forme, le fait que ce soit annoncé, encore une fois, le même jour, que des mesures pour lutter contre le coronavirus, au moment que le 49.3, ça vous a troublé? Vous trouvez, comment vous qualifiez ça? C'est brutal, c'est hypocrite, c'est du plus, On nous annonce un conseil des ministres, pas avec tous les ministres d'ailleurs, sur une situation grave sanitaire en France. Et à la sortie, il y a une intervention du ministre de la Santé, je l'ai regardé en direct, et de la porte-parole du gouvernement. Vous êtes tombé de votre chaise? Pas là, mais et on apprend, parce qu'on voit arriver le Premier ministre à l'Assemblée, que finalement, à la fin de la réunion, j'allais dire en catimini, ils ont décidé... En loose day. En loose day, j'osais pas le dire, mais puisque vous le dites, je reprends cette expression à mon compte. Un week-end, voilà, je pense que là aussi, c'est la démonstration que, faute de convaincre, ils veulent contraindre. Et donc passer en force selon vous. Est-ce qu'en usant justement de ce 49.3, le président, parce que le président évidemment est derrière, aussi le Premier ministre qui l'a annoncé, est-ce qu'il prend le risque de fissurer l'unité nationale dont on a et dont on va avoir besoin pour lutter justement contre le coronavirus dans le cadre de cette crise sanitaire? Mais elle est fissurée, cette fameuse unité nationale. Elle est fissurée. Il y a des problèmes depuis des mois et des mois, des années. Maintenant, depuis que pratiquement que le président a été élu, enfin, les gilets jaunes ont parlé de la santé, l'éducation, la question des retraites, les cheminots, etc. Oui. Et plutôt que d'essayer de dire, bon, d'accord, ma réforme, elle n'est pas aussi précise que j'avais cru le prétendre, eh bien, on se repose et on discute. Et on discute d'options. Vous voyez, je vous ai ramené, on a été à la conférence de financement, on a fait des propositions concrètes qui sont chiffrées. Nous, au moins, c'est clair ce qu'on dit. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais nous, nos propositions, elles sont claires. Les ministres eux-mêmes n'arrivent pas encore à expliquer leur réforme. C'est grave, c'est grave. C'est-à-dire qu'on est sur une loi dont le contenu est à peu près précis à 30%. On sait qu'on va travailler jusqu'à 65 ans avec des pensions qui vont baisser. Tout le reste, on verra après. 64? Pourquoi 65? Parce que Ce qu'on a entendu sur l'âge d'équilibre, c'est plutôt 64, non? C'est le corps qui est sorti. Arrêtez de parler d'âge d'équilibre. Vous avez écouté le Premier ministre, il a dit de toute façon, il faudra travailler au moins jusqu'à 65 ans, parce que ceux qui font des études supérieures, c'est plus tard que 65 ans. Ouais. Voilà. Ce qu'on sait, c'est qu'on va travailler plus longtemps et on va, pour la très grande majorité, gagner moins. Le reste, on ne sait pas, on verra les ordonnances après.
on verra comment on les finance, on verra la valeur du point, on verra l'indice qui définit l'évolution de la valeur du point. Enfin, c'est pas sérieux, quoi. Mais vous admettez quand même qu'il y a eu une forme d'obstruction parlementaire, encore une fois, quand il y a tant d'amendements fantaisistes. Non, je vais vous avouer quelque chose, j'ai jamais siégé à l'Assemblée nationale. Donc les procédures et les procédés de l'Assemblée, moi je sais que le débat a été coupé à un moment crucial, c'est au moment où on allait parler valeur du point, carrière complète. Là aussi, je pense que comme les explications allaient être difficiles, on a préféré arrêter le débat plutôt que d'être ridicule devant le peuple. Ouais. Après, le gouvernement a dit on a repris 350 amendements, on a enrichi ce projet de loi, on a écouté notamment un amendement communiste, en disant voilà, les égoutiers recrutés avant 2022, ils vont pouvoir partir en retraite à 52 ans. C'est pas une preuve d'ouverture? Écoutez, on est en train d'analyser le texte, le nouveau, parce que ça fait beaucoup de pages à lire. Moi, ce que je sais, c'est que puisque vous prenez les égoutiers, qu'est-ce qui fera qu'après 2022, le boulot dans les égouts, il sera moins difficile qu'avant 2022. Si vous avez une explication ou un investissement, ou vous avez entendu parler d'investissement, ce que je sais, c'est que l'espérance de vie des égoutiers, elle est, je crois, plus de 10 ans inférieure à la moyenne des autres. Donc en 2022, les égouts vont être plus sains qu'avant 2022. Voilà. Il y a de la pénibilité. Pour l'instant, rien n'a changé sur la pénibilité. Sur le financement, rien n'a changé pour l'instant. Si sur le financement, a priori, c'est plus 12 milliards d'euros à trouver, ce serait plus que 9. Enfin, ça, c'est le sketch. Ouais, ça, c'est typiquement... on est rentré à la première réunion de la conférence de financement, il y avait 12 milliards, selon le corps. On est sorti, il y en avait 112. Vous voyez, vous mettez en doute le corps, hein, non, je ne mets pas en doute le corps. C'est que le corps travaille... Conseil d'orientation des retraites. Oui. Il travaille sur des hypothèses. Ouais. Donc, si vous prenez les plus défavorables, forcément... vous mordez le trait. 12, c'était la moyenne entre 9 et 18 de mémoire. Hein. C'était pas... Enfin, c'était avec une certaine démographie, en considérant qu'il y allait avoir beaucoup d'emplois de supprimés dans la fonction publique. C'est-à-dire qu'on prend les choses les plus défavorables et on fait peur à tout le monde. Mais je vous dis, on est rentré avec 12, on est sorti avec 112. Vous voyez, l'inflation en quelques heures. Ils l'ont fait sur 10 ans, c'est ça. Ils l'ont fait x10. Hein, d'accord, mais là aussi, c'est pour essayer de marquer les esprits. C'est-à-dire qu'on est sur de la communication, mais pas sur le fond. Et aujourd'hui, c'est 9. Bon, peut-être qu'il y a des hypothèses qui ont changé. Je crois que c'est une histoire de démographie. Exactement. Nous, nos propositions, c'est clair. Retraite à 60 ans, prise en compte des années d'études, pénibilité. Et on dit où on trouve l'argent. Et on dit où on trouve l'argent. Oui, c'est clair. Où là où il est. J'aime bien la réponse. C'est la réponse de Besancenot. L'argent trouvera là où il est. Moi, c'est Martinez. J'ai de la moustache et pas lui. Vous savez, quand vous augmentez les salaires, automatiquement... il y a plus de cotisations. Puisque c'est proportionnel, il y a plus de cotisations. Et vous voyez, puisqu'on approche du 8 mars, Journée internationale du droit des femmes, si les femmes étaient payées comme les hommes dans ce pays, 6,5 milliards d'euros en plus pour les retraites. Vous savez ce que les économistes vous répondent à ça? Si vous les payez plus cher, elles n'auront pas de boulot parce que les boîtes ne les embaucheraient pas. Non, mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Vous me présentez ces économistes qui doivent considérer que c'est normal que les femmes soient moins payées que les hommes. Vous me les présentez, cela. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que M. Macron a dit une des priorités de mon quinquennat, c'est l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Or, c'est en contradiction avec ce que dit le Premier ministre qui dit qu'il ne faut pas augmenter le coût du travail. Eh bien oui, quand on paye les femmes comme les hommes, eh bien on augmente le pseudo-coût du travail. Ouais, c'est une mesure juste, hein, parce qu'il n'y a aucune raison que les femmes soient moins payées que les hommes. 6,5 milliards d'euros en plus pour les retraites. Et plus de problème de financement. En tout cas, 2 tiers du chemin est fait. Mais on ne va pas rallonger le débat, mais il y a plein d'autres propositions, vous voyez. Plein d'autres propositions. Vous avez décidé hier, Philippe Martinez, enfin la CGT, de claquer la porte de cette conférence de financement. C'est le 49.3. C'est pour faire comme FO. On a présenté nos propositions. On a dit au Premier ministre, on attend votre réponse. La réponse samedi, ça a été et le 49.3. Mais dès le départ, je vous coupe, je n'aime pas faire ça, mais dès le départ, vous saviez, au fond de vous, que vous la quitteriez, cette conférence de financement, et que vous metteriez ça en scène en disant, on a essayé d'écouter, d'échanger, mais ça ne marche pas, allez hop, on se barre. Vous nous prêtez des intentions, vraiment. Je ne suis pas comédien non plus. Moi, j'ai vu le Premier ministre dans son bureau. Je lui ai dit, on va vous amener nos propositions et on va les chiffrer. Et on amènera un expert économique, spécialiste. On a présenté... C'est qui cet expert ? C'est Michael Zemmour. Vous l'inviterez si vous voulez. Il m'a dit d'accord. Donc on est venu à la première réunion avec... Vous voyez, on a fait une belle présentation sur un écran, bon etc. Élève, Très bon élève, chiffré. Et donc on a joué le jeu.
puisque le Premier ministre nous a dit d'accord. Sauf que, donc, je vous répète, on a donc, à l'issue de cette première réunion, écrit au Premier ministre, qu'est-ce que vous pensez de nos propositions? Parce que là aussi, c'est un paradoxe. On aura les résultats de la conférence de financement et les options prises par le gouvernement après le vote de la loi. Pour les députés, ça posait un petit problème. Il nous a répondu samedi. Deux choses. 49.3 et un courrier. J'ai reçu un courrier du Premier ministre samedi à 17h30 disant qu'on ne change rien, notre réforme c'est la meilleure, etc. etc. Donc jamais vous ne reviendrez à la table de négociation, c'est fini? Alors, premièrement, ce n'est pas une table de négociation. Oui, de concertation. Non, mais c'est important. C'est important parce que là, ils sont en train de. Le gouvernement est à nouveau en train de faire. Par exemple, sur la pénibilité, en disant comme les patrons et les syndicats n'arrivent pas à se mettre d'accord, bah, vous comprenez qu'on est obligé de reprendre la main. Ils nous refont le coup de l'assurance chômage. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire par rapport aux propositions, mais en tout cas, les nôtres ont été recalés, si je lis la lettre du Premier ministre. Et donc, sur ce sujet, on n'ira pas. Voilà, sur ce sujet, on n'ira pas. Mais les négociations, on en fait tous les jours, pratiquement dans les entreprises. On ne vous reverra plus cette conférence de financement? Ah non, c'est non. Niet. Par contre, on va en organiser une. Oui, le 24 mars au 24 mars. Conseil économique, social Exactement. et environnemental. Et là, nous, on n'a pas peur d'un débat contradictoire. Donc, il y aura des... Il y aura qui d'autre? Il y aura des... C'est CGT ou c'est intersyndical? Non, c'est tous les syndicats, qui sont intersyndicales. Et il y aura des experts qui sont favorables à la retraite par points, d'autres qui sont défavorables. C'est ça un vrai débat contradictoire. Et on va essayer, je pense qu'on y arrivera, de le diffuser en direct. Comme ça, tout le monde pourra regarder, écouter, se faire une opinion. Parce que pour juger d'un tel sujet, il faut que les débats soient le plus large possible. Bon, on en reparlera. Quand vous voulez. Prochaine journée de mobilisation, c'est le 31 mars. Hier, ça a été organisé un petit peu à la va-vite, ça a été un flop dans la rue. Non, il ne faut pas dire ça. 20 000 personnes. Mais non, mais enfin, c'est selon la police. Oui. Moi, j'étais à Marseille le matin et à Paris l'après-midi. Il y avait du monde. Mais comme vous le dites, vous savez très bien, parce que vous connaissez bien ces questions-là, que par exemple, dans un certain nombre de services, il faut se déclarer à l'avance. Et quand on prend une décision aussi rapidement, forcément, on ne peut pas se mettre en grève. C'est un baroud d'honneur le 31 mars ou c'est Non. Et avant le 31 mars, parce que le 31 mars c'est important et on le prépare activement parce que malgré le 49.3, rien n'est terminé, rien n'est fini. La mobilisation continue. Mais j'insiste, puisqu'on parlait d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, dimanche, enfin déjà à partir de demain jusqu'à dimanche, il y a des mobilisations, il y aura une manifestation dimanche justement sur les droits pour les femmes. Je pense que ça rentre complètement dans ce débat sur les retraites, puisque les femmes seront les grandes perdantes de cette réforme si elle passe. Et puis, nous participerons aussi la semaine suivante aux marches pour le climat, parce que vous le savez, nous considérons que l'urgence sociale et l'urgence climatique, ça ne peut pas être séparé. Le coronavirus, c'est bon pour le climat. Vous avez vu que les émissions de CO2 et compagnie ont beaucoup baissé. C'est de l'humour. Évidemment. Voilà, donc 31 mars, prochaine journée de mobilisation. On en reparlera évidemment d'ici là. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.